Au XVIIIe siècle, l'Europe connaît un bouleversement sans précédent, la première révolution industrielle. Déclenchée par la maîtrise de l'énergie issue de la vapeur et des évolutions techniques majeures, mais les accidents de train sont fréquents et parfois très spectaculaires. En 1895, le grand ville Paris finit sa course dans la rue, après avoir traversé toute la gare. Ah, c'est vous dire. C'est ce qu'on appelle entrer dans la gare. Il faut dire qu'à l'époque, ça dépote sur le réseau. Jugez vous-même, en 1900, il y avait 37 000 km de voies ferrées. Aujourd'hui, il n'y en a que 32 000. Le train s'arrêtait partout, dans quasiment tous les chefs-lieux de canton. Tout le monde prenait le train, et pas seulement pour aller faire trempette au bord de la mer. Cette révolution va engendrer des changements profonds dans la société, l'économie et bien entendu, la vente. C'est d'abord l'Angleterre, riche en charbon, qui connaît les prémices de cette révolution avec les premières machines à vapeur utilisées pour l'extraction minière et la mécanisation de la production. C'est ensuite au tour de la Belgique et de la France de connaître ces avancées. En parallèle de la thermodynamique, apparaissent de nouvelles machines à tisser qui font émerger une industrie textile florissante, dont les matières premières comme le coton viennent des colonies, Inde, Amérique du Nord. Avec toutes ces nouvelles techniques, de nouveaux moyens de transport apparaissent comme le train et le bateau à vapeur. Avec des machines aux forces décuplées, on creuse également des canaux de navigation. Les réseaux ferrés et fluviaux se développent dans toute l'Europe. L'impact sur le commerce est considérable. La vente au détail se développe, elle devient fixe et spécialisée, tandis que les foires disparaissent peu à peu. Les boutiquiers, comme on les appelle, sont des personnes honorables de cette nouvelle société. Les intermédiaires distribuent les produits issus d'une industrie modernisée. Le commerce de gros se développe, ainsi que la figure du commis voyageur, qui met progressivement fin au métier de colporteur. Ce représentant est rémunéré uniquement à la commission et se déplace désormais en train. Avant le train, le vendeur itinérant avait la même capacité de déplacement qu'un marchand grec, c'est-à-dire qu'il dépendait des chevaux et des diligences et ne pouvait parcourir plus de 30 à 50 km par jour. Ce nouveau moyen de transport plus rapide, plus confortable et plus sûr lui donne la possibilité de couvrir un plus grand territoire de vente et le train de fret l'aide à convoyer sa marchandise partout où il va. Aux États-Unis apparaissent les drummers, des commerciaux utilisant des tambours pour signaler leur arrivée sur le quai des gares ou des ports et accueillir les acheteurs détaillants. Le train permet aussi une plus large diffusion de la presse et par conséquent le dynamisme de la publicité. Il est à l'origine également du développement du courrier postal et de la commande à distance. Le client n'est plus obligé d'attendre le passage du vendeur pour passer commande à l'usine. L'histoire du potier anglais, Joshua Wedgwood, illustre parfaitement le retentissement de toutes ces évolutions sur la vente. Pionnier des techniques de vente modernes, cet entrepreneur hors pair ne cesse d'innover et d'être copié. Il sait jouer sur les leviers promotionnels avec des remises, un acheté, un offert ou des échantillons. Visionnaire, il embauche un manager des ventes pour diriger son activité londonienne et une force de vente intégrée itinérante. Sa réussite est sans doute due à son sens des affaires, mais également au contexte de l'époque. L'Angleterre est un petit pays, densément peuplé, sillonné de canaux, un type d'infrastructure favorable à la circulation des marchandises fragiles, comme les poteries. Toute cette effervescence ne va pas s'arrêter là, mais ça, c'est une autre histoire.